en tête, vivre comme tout le monde, malgré leur handicap. Aujourd'hui, je me rends compte que la vie mérite d'être vécue. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que la vie s'arrête de tourner. C'est comme ça fait partie de la vie, c'est des expériences. Leur parcours et leur détermination forcent le respect. Pour exister au niveau du sport, il faut des titres. Si je voulais réussir à être connu et avoir un palmarès, il fallait gagner. C'est docteur, telle personne, on vous appelle pour vous greffer des jambes toutes neuves. Ben, greffez-les à quelqu'un d'autre, je n'en veux pas. Qu'ils soient des papas en or... Il est comment, papa? Papa, il est comme il est rigolo. ou des sportifs en or... Je peux pas rêver mieux, quoi. Je veux dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour et ça marche. Le handicap leur a offert une nouvelle vie. Comment vous envisagez l'avenir? Marié avec beaucoup d'enfants. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les Jeux paralympiques de Londres se sont achevés le 9 septembre dernier et ils semblent avoir suscité un engouement inédit. Pour autant, cela signifie-t-il que le regard des valides a changé sur les personnes handicapées ? Pas nécessairement. Alors pour continuer à bousculer les idées reçues, France 2 vous propose à partir de ce soir une nouvelle série K1 dont le héros est un policier handicapé. Et c'est Bruno Debrande qui campe ce rôle. Il a accepté d'être en quelque sorte le parrain de cette émission que nous avons intitulée « Mon handicap m'a offert une nouvelle vie ». Bonjour Bruno. Bonjour. Les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Fabrice Malaval. Bonjour à vous, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Fabrice. Fabrice, c'est avant tout un ami. Je l'ai rencontré donc, sur la préparation du rôle de K1. Il était invité par la production comme coach et comme conseiller technique. Et puis voilà, on est devenus compagnons au fur et à mesure des jours de tournage et il est maintenant une pièce maîtresse essentielle au tournage. On va regarder un extrait de cette série qui débute donc ce soir sur France 2. Ça y est? Elle a reconnu la victime? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle reconnaisse? Un morceau de charbon? Enfin, je comprends pas, les témoins doivent reconnaître le corps, c'est la loi. Le parquet, le procureur, le juge d'instruction, ils vont forcément demander. Pas de problème, le parquet, je m'en suis énormément rapproché depuis mon accident. Alors, avant de camper ce rôle, Bruno, quelle idée vous faisiez-vous des personnes atteintes de handicap? J'ai une histoire, moi, avec le handicap. Parce que avant de faire ce métier, j'étais dans le sport de haut niveau et j'ai eu pas mal d'accidents. Donc mes premières rencontres, ça a été à Garches, de triathlon, entre autres. Et il y a tout un service de kinés, de préparateurs sportifs qui accueillent tous les jeunes accidentés de moto et autres qui vivent un accident et qui doivent après se déplacer en fauteuil à une réadaptation. Et j'y ai rencontré là des types extraordinaires. Alors Fabrice, vous étiez conseiller technique sur le tournage. Votre handicap remonte à quand? Moi, ça va faire 25 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un accident de voiture assez banal, comme plein de gens handicapés. Et voilà. Après, il a fallu faire avec. Après, c'est un petit peu long pour se remettre en route, prendre la nouvelle mesure du nouveau corps, s'adapter au regard des autres. Le fait est que ça a beaucoup évolué quand même. Et puis après, la vie recommence. Donc on recommence à travailler, on redevient amoureux.
Ça, c'est assez important, ça, dans la vie d'un homme, de s'apercevoir qu'on est encore un objet de désir, qu'on peut être encore désirable sur un fauteuil roulant. C'est un grand cap dans la reconquête de cette nouvelle vie. Puis après c'est comme tout le monde, quoi. Là, vous avez quelque chose de positif. Les choses ont bien changé en 20 ans. Ça veut dire que quand même le regard commence à changer, à évoluer. Écoutez, très franchement, les choses ont commencé à changer parce que les travaux d'accessibilité ont commencé à être faits, entre autres à Paris, dans d'autres villes, mais à Paris c'est flagrant. Et tout part de l'accessibilité. Le handicap, pour nous qui sommes des personnes à mobilité réduite, se résume dans le mot à mobilité réduite. Notre mobilité est réduite par un environnement qui n'est pas accessibilisé. Quand vous avez un environnement qui est accessibilisé, eh ben, vous êtes quelqu'un comme tout le monde, quoi. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. On est d'accord. Alors face à vous, mes invités vont nous raconter leur histoire. Comme vous, ils souhaitent tordre le cou à ces clichés liés au handicap. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule idée en tête, prouver que malgré leur handicap, ils sont capables de mener une vie comme les autres. Je compte sur vous, Bruno et Fabrice, pour réagir quand vous le souhaitez. On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission, quand la vie perd tout son sens. Et on va commencer avec Didier. Bonjour Didier. Didier, vous avez 38 ans. Quel événement a marqué un tournant définitif dans votre vie? Eh bien, en 2000, j'avais 25 ans, un accident de moto et j'ai perdu mes deux membres inférieurs. Dans quelles circonstances a eu lieu cet accident? Eh bien, en fait, je travaillais de nuit, donc je suis rentré à 11h, parti du travail. Et c'est le travail maison, c'était 5 minutes. Et en fait, une voiture a frôlé un camion et m'a percuté. J'ai fait un vol plané de 8 à 10 mètres. Je suis tombé au sol. Il est arrivé une dame qui s'est arrêtée pour me porter premier secours. J'ai voulu me relever puisque dans la douleur, on a pas mal. Elle m'a dit ne bouge pas, reste à terre, les jambes, elles sont atteinte, donc ne bouge pas. Donc je suis resté au sol, il est arrivé l'ambulance, et là ça a été après le trou noir. Le trou noir, donc vous êtes tombé dans le coma. Dans le coma. Est-ce qu'il y a une image qui reste gravée dans votre mémoire? Sur le coup de l'accident, non, aucune. C'est plus tard, au bout de 2 mois et demi, quand je suis sorti du coma, que j'ai ouvert mes yeux, il y avait ma femme à côté de moi, et j'ai vu un cercle sur mes jambes. Et de là, j'ai relevé le drap et je me suis aperçu qu'il me manquait les 2 jambes. Donc le choc, la terre qui s'arrête de tourner, vous pleurez, il vous passe 1000 questions à travers la tête. Ma femme, est-ce qu'elle va me quitter? Ma fille, je vais être quoi pour elle, un boulet? Comment je vais faire quand je vais rentrer chez moi? Est-ce qu'il va falloir que j'ai toujours quelqu'un auprès de moi pour m'amener aux toilettes, prendre le bain, me coucher, les gestes quotidiens de tous les jours? Donc il y a toutes ces questions qui défilent aussi vite dans la tête. Toutes ces questions défilent dans la tête. J'imagine qu'avant de rentrer chez vous, vous deviez avoir des appréhensions, bien sûr. Des appréhensions de pouvoir m'occuper de ma fille, lui changer la couche, lui donner à manger. Moi, personnellement, aller prendre, serait-ce une douche, me transférer dans le lit, ça c'était tout nouveau pour moi. C'est-à-dire quoi, vous étiez plutôt déprimé? J'étais, oui, en quelque sorte, en pleine dépression. J'étais tombé, je m'étais renfermé sur moi-même, je voulais parler à plus personne. J'étais rentré dans ma coquille. Est-ce que vous viviez comme un boulet pour votre entourage? Oui, j'étais un boulet aux yeux de ma femme, de ma fille. J'acceptais en fait pas mon handicap, de avoir perdu l'usage de mes 2 jambes. Je pensais ne plus pouvoir rien faire de mes journées, de ma vie. Et puis, qui est-ce qui vous a remis du baume au cœur et qui vous a donné l'énergie? Ma fille et ma femme. Ma fille avait 2 ans et demi et entre l'hôpital et le centre de rééducation, ma petite de 2 ans et demi est arrivée. Elle est restée un petit peu en retrait au départ puisque j'avais l'oxygène dans le nez. Ma femme m'a dit enlève l'oxygène. Quand j'ai enlevé l'oxygène, elle m'a sauté dans les bras. Elle a relevé le drap, elle m'a dit papa, t'as plus de jambes, c'est pas grave, on va t'en mettre des toutes neuves. Et là, depuis ce jour-là, j'ai dit il faut que je me batte pour ma petite. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez remonté la pente. Apparemment, vous avez mis du temps
Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on regardera le reportage que nous vous avons consacré. On parlait tout à l'heure des Jeux paralympiques. On disait à quel point le public a éprouvé un véritable engouement cette année en particulier pour ces Jeux paralympiques de Londres. Il faut dire que la France s'y est illustrée en briguant 45 médailles au total, 8 en or, 19 en argent et 18 en bronze. 3 d'entre elles sont sur notre plateau avec vous, David, que je vous demande d'applaudir et de féliciter. On peut les voir, ces médailles? Parce que bien sûr, franchement, moi, j'ai jamais vu une médaille olympique de près. On va les sortir, ça sert à ça, je pense. Donc, alors, je suppose que celle-là, elle est en argent. Oui, exactement. Sublime. 50 mètres nage libre, ça c'était malheureusement pour moi un pauvre bronze au 100 mètres, mais un beau bronze quand même maintenant, avec un peu de recul. Alors, combien ça? 100 mètres nage libre? 50 mètres nage libre. 50 mètres. Le 31 août. 5 septembre, ma déception, on va dire, le 100 mètres nage libre. Ouais. Parce que vous visiez quoi? L'or? Parce que le matin, j'avais le meilleur temps de la série et que j'espérais vraiment conserver mon titre sur le 100 mètres. Voilà. Bon. C'est une autre histoire. Et la dernière qui pour moi vaut de l'or finalement, mais qui est de l'argent. Le 200 mètres nage libre avec un temps exceptionnel à la fin de la course. Voilà. Bravo. Une bonne chose. Alors, donc si je comprends bien, c'est votre deuxième participation aux Jeux Olympiques? Ce sont mes troisièmes Jeux, oui. J'ai commencé à Athènes en 2004, Pékin en 2008 et voilà les troisièmes pour 3 médailles. Magnifique. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué cette année à Londres? Principalement l'engouement sportif, un public incroyable de qualité, connaisseur et amoureux du sport. L'Angleterre a une vraie culture du sport, je pense, et elle nous l'a prouvé aujourd'hui. C'est à ça que vous attribuez cet engouement? Oui, et puis un impact médiatique très important en Angleterre. Channel 4 qui couvre les Jeux d'une façon splendide. Donc, au bout du compte, ça fait 2 300 000 billets vendus, ce qui est un record absolu aujourd'hui. Malgré ce qu'on pensait de Pékin, qui était grandiose, etc. Donc, oui, je pense que ça a un impact important et une conséquence sur le public. Voilà. Ça va faire plaisir. Ça fait plaisir, surtout que les positions sont pleines, la piscine est pleine, le stade est plein, le matin ou le soir, série ou finale, c'était plein à craquer, c'est un grand moment, quoi. Alors justement, pour mieux se faire une idée de votre palmarès, on va regarder un petit récapitulatif en images de vos performances. Les exploits des athlètes français des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres cet été resteront à jamais gravés dans les mémoires. Parmi ces sportifs qui nous ont fait rêver, David Smetanine a réussi la performance de décrocher 3 médailles en natation, 2 d'argent et 1 de bronze. Mais David n'en était pas à son coup d'essai. Son palmarès est impressionnant. Déjà sélectionné aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, il avait à l'époque remporté la médaille d'or du 100 mètres nage libre. Mais il y a tout eu cette année, quoi. Tout. J'ai fait une super saison au mois de décembre, jusqu'à la fin, quoi. Je peux pas rêver mieux, quoi. Je veux dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour et ça marche. David offrait alors à la France la première médaille d'or de ces Jeux. Suivront 2 médailles d'argent sur 200 mètres nage libre et 50 mètres d'eau. 3 courses, 3 podiums. J'ai besoin de ça, j'ai besoin du sport, je vis pour le sport et le handicap il est derrière, quoi. Petite larme, hein, quand même, en voyant ces images. Ouh, grosse larme. Très, très grosse larme. Alors, on va aller chercher un petit mouchoir. Alors, moi, des larmes... J'avais pas parlé depuis Londres. Moi, déjà, quand je regarde quelqu'un, un Français gagner et qu'il est sur le podium, ça me fait pleurer. Donc, quand il s'agit de soi, ça doit être quand même encore plus émouvant. Voilà, c'est juste le fait de se dire qu'il y a un parcours qui a été long et je commence un peu à redescendre sur Terre, je pense, simplement maintenant. Alors, justement, vous allez nous raconter ce parcours. Vous avez toujours eu, selon vos propres mots, une âme de compétiteur. Le sport occupait une place importante dans votre famille, déjà? Oui, c'est une culture aussi familiale, je pense. Mes parents m'ont toujours éduqué aussi en menant des valeurs véhiculées par le sport, pardon. Et l'envie de pouvoir être associé à d'autres copains, etc., de se confronter, de pouvoir aussi partager les choses. Les matchs avec le papa à la télévision, etc., chez les copains. Et j'étais fier de l'accompagner. Bon, voilà. Alors, dès l'âge de 18 ans, vous vous étiez fixé un objectif, lequel? 18 ans, c'est Barcelone et je découvre les Jeux Olympiques à la télévision et la natation avec un bassin découvert fantastique. Et de me dire, à mon tour, j'aimerais faire la même chose, quoi, et arriver à ce niveau-là. Déjà, vous étiez nageur?
J'ai commencé à l'école du sport par le judo pendant 10 ans. À l'âge de 15 ans, je passe mes premiers 4 ceintures noires, tout ce qui est théorique, etc. Puis à 15 ans, on a fait comme le tour de la question. 10 ans de judo, c'est long. On a envie de changer, de passer un peu à autre chose. Et puis, entouré de nageurs, je me suis dit pourquoi pas la natation. J'ai toujours aimé l'eau. Et puis, c'est 92 qui est le vrai déclic, la vocation de ce sport qui me séduit et qui me dit faut que tu ailles au jeu toi aussi, quoi. Voilà. Et puis un événement inattendu est venu bouleverser vos plans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 95, 3 ans après, un accident de la route qui coupe un peu ma vie en deux, puisqu'elle stoppe ma carrière sportive et aussi mon parcours de personne, de vie comme tout le monde. Donc immédiatement hospitalisé. Quel souvenir gardez-vous de votre réveil? Une question incroyable, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais ce qu'on appelle dans une salle de déchocage. Avant qu'un corps soit peut-être opéré, on le laisse dans un coin en surveillance pour que le corps puisse un petit peu respirer d'un traumatisme important, notamment pour les blessés médulaires, puisque la colonne vertébrale gonfle, enfin la moelle épinière gonfle, et les lésions peuvent être plus graves, donc on attend le moment propice pour l'opération. Est-ce que vous avez compris tout de suite que... Pas du tout. D'autre part, je me posais la question de savoir où est-ce que j'étais. Ouais. Puis ensuite, on suivit 18 heures d'opération et je me réveille dans ce qu'on appelle l'URC, unité de réanimation chirurgicale, et je ne sais pas encore une fois où je suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis? Et c'est un peu plus tard, au bout de 3 semaines, que je rencontre mon chirurgien qui me dit voilà, tu as eu un accident, ça va être long. C'est-à-dire pendant 3 semaines, tu as vous une n'avez rien chance. su? Finalement, non. Il y a eu des soins plus urgents et plus importants que de me dire tu as une atteinte cervicale et dorsale à tel niveau qui a provoqué telle paralysie, qui va provoquer telle récupération ou telle non-récupération. Voilà, c'était secondaire, quoi. Donc quand on vous a annoncé... on a été malin avec moi. Mon chirurgien ne m'a jamais dit clairement t'es paralysé, tu ne bougeras plus. On m'a dit tu as une lésion de la moelle épinière à 2 endroits, cervicale et dorsale. Ça veut dire pour l'instant une paralysie qui est normale. Comme tu le constates, tu as du mal à bouger les bras et les jambes. Et petit à petit, il va falloir travailler. Tu as une chance d'avoir 2 compressions et pas de section de moelle. Ce qui veut dire que tu peux récupérer. Il y a des choses chez toi qui sont particulières. Tu as gardé tes abdos. Vu ton niveau lésionnel, ce n'est pas quelque chose qui est cohérent. Mais c'est une chance. Ça veut dire qu'il y a une récupération possible. Et le temps va être compté, mais il faut que tu sois patient et que tu travailles tous les jours. Pourquoi vous dites qu'il était malin? Parce qu'il vous aurait annoncé tout de suite. Le pronostic vital n'était pas enclenché. J'étais sauvé, mais de me dire en second lieu, tu es paralysé, voilà ce qui t'arrive, c'était me provoquer quelque part un autre traumatisme, mais ce n'était pas la meilleure des choses, quoi. Me laisser une chance de pouvoir mûrir mon handicap et de me dire on va t'accompagner, tu vas travailler, il y aura de l'éducation, il y aura de la kiné, il y aura du travail sportif. C'était aussi de me dire tu vas progresser et on sait que tu es sportif, on va t'accompagner dans ce nouvel environnement, on va dire. On vous a vu en fauteuil arriver dans la piscine de Pékin. Vous n'êtes plus en fauteuil aujourd'hui ou il est où votre fauteuil? Si, non, il est à côté du plateau. J'ai juste souhaité pour le temps de l'émission être assis sur un canapé parce que je considère simplement que c'est plus confortable pour moi. Voilà. Okay. Combien de temps vous avez passé en centre de rééducation? 1 an et 3 mois exactement. Accident le 2 septembre 95 et je sors de Saint-Hilaire-du-Touvet, centre de rééducation, le 3 décembre 96. J'imagine que vous avez fait des prouesses. Ma combativité, dès lors que j'ai pu reprendre l'entraînement dans un petit bassin qui faisait 16 mètres, bassin de traumato à 35 ou 36 degrés qui n'est pas du tout propice pour la natation, mais je voulais retrouver une identité et renager un peu, donc les gens me disaient mais David il est où? David il est en bas là, à l'étage E en train de nager, faire des ronds parce que son élément et voilà quoi. Donc ça veut dire que vous avez récupéré tout le haut de votre corps? J'ai travaillé, au fur et à mesure, j'ai récupéré les muscles du tronc, des bras, des épaules, triceps, les biceps, muscles propulseurs dans l'eau, effectivement. Et puis ma sensibilité aussi, les jambes aussi, une partie de mobilité, bon. Des séquelles encore bien sûr, mais une bonne partie qui m'a permis de pouvoir reprendre la natation et pour me retrouver à partir du projet sportif, pourquoi pas au jeu après quoi. Voilà. Bonjour Vanessa. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient votre handicap? Je suis née prématurément, à 5 mois et demi de grossesse, ce qui a engendré des troubles au niveau de la motricité, de l'équilibre et engendré le fauteuil. Comment vous avez géré votre différence au quotidien? Super bien, parce que j'ai des parents extraordinaires qui m'ont toujours considérée comme quelqu'un de normal et élevé comme n'importe quel enfant, donc tout s'est toujours bien passé. De quelle manière, à l'adolescence, envisagiez-vous votre vie amoureuse? Je l'envisageais sans trop l'envisager. Des petites histoires, mais pas d'histoires sérieuses dans la durée, parce que vis-à-vis du handicap, s'engager avec moi, j'avais des doutes que quelqu'un sur le long s'engage
avec moi. Sur le long terme? Oui. Comment les garçons se comportaient-ils avec vous? Toujours assez lâches. Ils se disaient prêts à assumer vis-à-vis du handicap. C'est pas trop ce qui s'est passé en réalité. C'est-à-dire? Ils ont fui sans explication pour beaucoup. Et c'est ça le plus difficile pour moi parce que quand quelqu'un part, je veux bien qu'on parte. Mais on le sait tous, quand il n'y a pas d'explication, c'est difficile de s'en remettre. À 19 ans, vous avez fait la connaissance de Simon. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré, Simon? Il était avec une amie à moi et je l'ai croisé comme ça dans les premiers temps. C'est très vite devenu mon meilleur ami parce que c'est quelqu'un de tout juste extraordinaire. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas hésité à s'afficher avec moi, à monter sur le fauteuil, à se balader dans les rues. Il n'a jamais fait cas du fauteuil, en fait. Qu'est-ce que vous ressentiez pour lui, exactement? Alors, au début, si je suis tout à fait honnête, au début, c'était juste un ami. Il était super sympa, super ouvert. Après, je dirais que ça a été des sentiments que je ne voulais pas lui avouer. Parce que vis-à-vis du fauteuil, c'était mon meilleur ami et je ne voulais pas le perdre à cause d'une histoire d'amour qui aurait peut-être pas duré à ce moment-là. Et donc, je lui ai présenté une amie à moi, en fait. Oh là là! Je l'ai mis dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça a marché? Ça a marché, oui, malheureusement. Ah, écoutez, on ne fait pas toujours les bons choix dans la vie. Donc, vous avez éprouvé de la jalousie? De la jalousie, je dirais pas ça. J'étais heureuse pour lui quand même, parce que c'était mon meilleur ami avant tout. Et de le voir heureux, j'étais heureuse. Donc vous avez continué à les voir tous les deux? Oui, je les voyais, oui. Oh, c'était une torture, j'imagine, non? Oh, génial! Je vous laisse imaginer. Ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'à l'époque, vraiment, la peur de le perdre était trop forte. Et je me sentais vraiment pas... Voilà, il était près de moi. J'étais près de lui et ça m'allait comme ça. Ça a duré longtemps avec votre ami, leur relation à tous les deux? Une année. Une année. Donc, ça vous a réjoui, la rupture? Je dois dire la vérité, là? Bah oui, bien sûr. Alors non, je vais pas dire que ça m'a réjoui quand même, parce que de le voir triste, j'étais un peu dégoûtée. Mais après... Est-ce que vos rapports ont changé à tous les deux après cette rupture? Non, je lui ai remonté le moral, mais à ce moment-là, non, ça n'a pas changé. En plus, lui, après, il est parti sur Paris, il a été muté. Moi, j'ai continué ma vie sur Bordeaux, donc non, ça n'a absolument pas changé, si ce n'est que je lui ai remonté le moral. Et je l'appelais, voilà. Mais vous lui remontiez le moral, mais est-ce que vous envisagiez de lui confier vos sentiments? Non, pas à ce moment. J'ai essayé par des petites phrases, je pense à toi... des petits trucs, mais il y voyait que du feu, alors c'était pas la peine à ce moment-là de tenter quoi que ce soit. Bon, donc vous avez été stoppé dans votre élan amoureux? Vous avez renoncé? Renoncer, on va pas dire ça. J'ai remis les choses à plus tard. Je croyais en mon fond intérieur que peut-être un jour ça se ferait, mais je me suis pas lancée, on va dire. À ce moment-là, je l'ai laissé faire sa vie et moi j'ai fait la mienne. Avez-vous finalement revu Simon? C'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure. Hein, vous allez nous raconter la suite de l'histoire, mais il est temps à présent de donner la parole à Yvonne, notre psychologue. Bonjour Sophie. Voilà, témoignage délicieux que celui de Vanessa, que vous évoque ce témoignage. Émouvant, et qui souligne combien effectivement l'intimité affective est difficile quand on est face à un handicap physique. Parce qu'on peut combattre cet handicap physique, c'est-à-dire on peut se dépasser, comme on vous voit tous, avec du sport, avec de la combativité, avoir beaucoup de courage. Néanmoins, il y a une grande pudeur qui s'installe, associée à une sensibilité, voire même à une petite timidité. On se dit comment va-t-on vivre sa vie amoureuse, sa vie intime, voire même sa vie sexuelle. Et donc pour éviter toute forme de rejet, on met en place des défenses. Bien sûr, j'ai mon handicap, je veux vivre comme tout le monde, mais comme vous avez fait Vanessa, à plusieurs reprises, vous avez mis Simon à distance par peur du rejet. Donc vous avez plus de joie à être secrètement amoureuse que d'être confrontée à une intimité dans la réalité. Donc ça, je crois que c'est un des problèmes au niveau des personnes handicapées, c'est le rapport à l'intimité affective. Ça, on verra plus tard, mais je pense que vous êtes un témoin vraiment très touchant de cette difficulté à vivre l'intimité affective quand on est handicapé physique.
Peut-être une réaction de Fabrice, vous disiez tout à l'heure que c'est vrai que ça a été un problème psychologique de se demander si on séduira à nouveau. C'est forcément un problème. Et quand vous êtes un jeune homme et que vous vous retrouvez dans un vécu qui, quoi qu'on puisse en dire, est forcément une déchéance physique. Vous faisiez 1m90, vous en faites plus qu'1m50, donc il y a quelque chose, votre rapport au monde est forcément changé. Donc votre rapport au monde est aussi changé par rapport à ça, oui. Vous regardez les filles par en dessous, comme si vous aviez 10 ans. Vous prenez beaucoup plus d'espace d'un seul coup, vous êtes un petit peu encombrant. Pour faire la bise, les gens sont obligés de se baisser. Les codes sont plus du tout distribués de la même façon. Et c'est la merveille de la libido des femmes, c'est que vous vous apercevez que même sur un fauteuil. Voilà. Et surtout, Vanessa, vous avez la chance d'être entourée de parents terriblement aimants qui vous ont jamais stigmatisé par rapport à votre handicap. Donc, vraiment, vous avez une manière d'être au monde, d'être avec nous, d'être avec tout le monde, qui est totalement naturelle, spontanée et tellement délicieusement sensible. Alors on va avancer avec la deuxième partie de notre émission Plus fort que le handicap et on revient vers Didier. À 25 ans, Didier, vous vous êtes retrouvé amputé des 2 jambes suite à un accident de moto. Qui vous a permis de tenir bon dans cette épreuve? Ma femme, ma fille. Et en fait, un jour, on est allé dans un magasin de vente de matériel médical. Il y avait un jeune. Il m'a vu, il m'a dit « Tu es grand ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Tu veux pas faire du sport ?» Moi, connaissant pas le milieu du handisport, ça ne me tentait pas trop. Et comme j'étais avec ma femme, elle lui a demandé tous les renseignements. Nous sommes allés voir un entraînement. Un entraînement de quoi? De basket. Et à la fin de l'entraînement, le président est venu se présenter. Il m'a dit, tu devrais essayer, ça va t'ouvrir l'esprit, tout ça. Donc j'ai dit non, non, non. Et puis ma femme a insisté, elle m'a dit, écoute, tant que tu n'es pas monté sur le fauteuil, tu n'as pas essayé, on ne partira pas. Et là, j'ai dit, bon, ok. Je suis monté sur le fauteuil et depuis 2001, je fais du basket. Et ça vous a aidé? Et ça m'a aidé, entre autres, à reapprendre. Plus après, j'ai repassé mon permis. Et à reprendre confiance en vous. Reprendre confiance en moi. Et à revenir dans la vie. Voilà. Et avec le permis de conduire, j'ai retrouvé la liberté. Alors, attendez, ne racontez pas tout. On va d'abord accueillir celle qui vous a aidé à ne jamais baisser les bras. Je vais bien sûr parler de votre femme, Magali. On l'accueille. Magali, merci d'être avec nous. Après l'accident, j'imagine que vous avez eu le sentiment d'être prise dans un engrenage. C'est vos termes que je reprends, c'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? On n'a pas le choix. On est obligé de... Enfin, obligé. C'est où on reste et on accepte et on fait avec, ou alors on quitte la personne. Donc, vous y avez pensé? Pas du tout. Qu'est-ce que vous redoutiez le plus? Quand il allait rentrer, tant qu'il a été en centre de rééducation, il était entouré, j'allais seulement en visite. Mais après, quand il devait rentrer à la maison, là, j'ai eu beaucoup de mal à me faire. Pendant presque 1 an, quand je rentrais du travail, j'ouvrais la porte, mais je l'appelais avant de rentrer. Parce que j'avais peur qu'il ait fait une bêtise et tant qu'il ne me répondait pas, je rentrais pas. Parce qu'il nous disait tout à l'heure qu'il était très déprimé pendant cette période. Il y a eu 2 bonnes années. Alors, comment vous y êtes prise concrètement, justement Je me suis jamais apitoyée sur son sort. Et bon, de toute façon, c'est comme ça. Il avait une moto. On sait tous que la moto, c'est dangereux. On prend des risques. Donc, je lui disais, des fois, on va manger au restaurant. Oh non, j'ai pas envie. J'allais prendre ma douche et puis au lieu de mettre mon pyjama, je m'habillais. Tu vas où? Je vais manger au restaurant toute seule. Bon, alors je viens. Voilà. Mais après, je me suis jamais apitoyée. Et alors, cette histoire de basket qu'il nous racontait tout à l'heure, vous l'avez obligé à monter sur le fauteuil pour essayer? Je lui ai dit, tant que tu n'as pas posé tes fesses sur le fauteuil, on partira pas. Donc, je serais restée la nuit. C'était pas grave, mais... Parce que vous étiez sûre que ça pouvait être un déclic. Voilà, parce que bon, je le voyais pas bien et je me disais, il a sa fille, mais il n'y a pas que ça. Il ne peut pas reprendre d'activité de boulot. Donc j'ai dit, peut-être que le sport, ça va le... Une fois qu'il a été sur le fauteuil, voilà. Et puis jamais redescendu.
Donc ça vous a vraiment aidé, Oui, cette bien histoire. sûr. Le sport, avant tout, c'est pour libérer l'esprit et prouver au monde entier que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne peut pas faire une activité sportive ou on peut faire tout comme des valides. Donc ça, et puis j'imagine le sport d'équipe aussi, le fait d'être avec les autres et de partager, ça doit être important en fait, aussi. rencontrer des personnes dans la même situation que nous, on apprend, par rapport à ceux qui sont en fauteuil, par exemple, depuis longtemps, on apprend qu'on peut vivre comme eux et avancer. Et puis il y a eu d'autres étapes? Oui, ma fille, ma dernière, qui est arrivée en 2006, que c'était inespéré par rapport aux interventions que j'ai eues chirurgicales. Ma femme est rentrée à la maison, elle m'a dit... Ma femme est rentrée à la maison et un jour m'a dit je suis enceinte. Et en fait, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire, elle m'a dit on la garde. On le garde, parce qu'on ne savait pas encore à l'époque que c'était une petite fille. Et quand elle est arrivée, ça a été le bonheur de pouvoir m'occuper de ma fille comme je m'étais occupé de la grande. Différemment, bien sûr, mais j'ai pu m'en occuper comme tout le monde. Alors vous en êtes si bien sorti avec vos filles que vous avez même pris la décision de vous occuper d'elles à plein temps. Cuisine, courses, ménage, vous gérez votre quotidien d'une main de maître. Et les femmes de votre vie ont bien de la chance de vous avoir. Un papa médaillé d'or, encore un, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe à Pégomas, dans les Alpes-Maritimes. Suite à un accident de moto, il y a 13 ans, Didier a dû être amputé de ses 2 jambes. Malgré son handicap, il ne s'est pas arrêté de vivre pour autant, bien au contraire. Là, c'est l'heure d'aller chercher ma fille. Quand j'ai repassé mon permis, ça a été un déclic pour moi de pouvoir reprendre une activité d'un père qui puisse amener ses enfants à l'école. Je fais ce que tout papa devrait faire logiquement. Comme tous les midis, Didier va chercher Manon, sa fille aînée, apprentie dans un salon de coiffure. Ça va? Ouais, et toi? Depuis son handicap, Didier est désormais père au foyer et aucune tâche domestique ne lui résiste. C'est un défi que je me fais par moi-même de tous les jours pour montrer à ma femme, à mes enfants que je ne suis pas dépendante de quelqu'un. Même s'il est handicapé, il est comme tous les autres. Il fait le ménage, il sort. Donc pour moi, c'est comme tous les autres papas. Aujourd'hui, je me rends compte que la vie mérite d'être vécue. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que la vie s'arrête de tourner. C'est grâce au sport que Didier a réussi à s'assumer et à retrouver confiance en lui après son accident. Jouer au basket, ça me permet de dépasser mes limites. Et pour moi, c'est tout un déclic qui a fait que la vie reprenne le dessus sur le handicap. T'as fait tes devoirs? Non. T'as rien fait? Être père au foyer, c'est aussi l'occasion de partager des moments privilégiés avec ses 2 filles. Où c'est là? Il est comment, papa? Papa, il est comme il est rigolo. Chiara, sa plus jeune fille, est née 6 ans après son accident. Cette nouvelle naissance a été un challenge de plus à relever pour Didier. Quand on a appris que ma femme était enceinte de la dernière, j'avais une crainte de pouvoir m'occuper comme je me suis occupé de la grande. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Je suis très fier de mes 2 filles. C'est ma vie. Le parcours de Didier force l'admiration de toute la famille. Sa femme, Magali, est toujours aussi impressionnée par la volonté de son mari. C'est sûr que si tu faisais pas tout ce que tu fais, les petites, elles pourraient pas avoir les activités qu'elles ont. Manon l'emmener au travail, aller la chercher 4 fois dans la journée. Bien sûr que je suis fière. Je pensais pas que tu y arriverais comme ça, surtout par rapport à ce qu'il m'avait dit au centre de rééducation. Donc c'est sûr que c'est bien que tu fasses tout ce que tu fais. Je suis fière de toi. Si je suis là, c'est grâce à vous et
Et ben je vous aime et puis voilà. Oh mais il est mignon. Beaucoup de pudeur et quelques larmes dans les yeux de Magali. Pourquoi ces larmes? C'est mes filles, c'est Pourquoi? mes bébés. Même C'est si elle a beau. 15 ans. Puis bon, on n'est pas très démonstratif. Je vois. C'est général, c'est pas une enfant qui montre beaucoup ses sentiments. Elle est timide, donc déjà de l'entendre parler comme ça de son père, c'est des choses qu'elle lui dit pas au quotidien. En quoi vous vous sentez plus fort, Didier, après ce qui vous est arrivé? Vous dites que par rapport à vos enfants, vous vous sentez plus fort. Ben, en fait, je me sens plus fort parce que je me dis que déjà dans la vie, il y a toujours pire que soi. Quand vous voyez les enfants qui ont un cancer, qui ont 5-6 ans, qui ont un cancer, je me dis, il faut arrêter de se plaindre et qu'on est beaucoup plus fort. Moi, à l'heure actuelle, je vis mieux que certains valides. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez retrouver vos jambes? Non. Pourquoi? Non. Ben, je sais pas, je me suis habitué à mon fauteuil et si demain on me téléphone, qu'on me dit, voilà, c'est docteur, telle personne, on vous appelle pour vous greffer des jambes toutes neuves, ben, greffez-les à quelqu'un d'autre, je n'en veux pas. Je pense que à l'heure actuelle, je suis bien sur mon fauteuil et pour rien au monde, j'échangerai ma vie avec même ne serait-ce qu'une personne valide, qui pourrait être pleine d'argent. Quel témoignage! Bravo, hein. Extraordinaire. Franchement, c'est impressionnant. Une réaction d'Yvonne à ça? Donc je crois que vous avez réussi avec votre entourage qui était très important, qui vous a insufflé pas une joie de vivre, mais une énergie extraordinaire, un soutien extraordinaire, avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'amour. Et vous avez réussi, grâce à votre courage, à couper l'enfermement du handicap. C'est-à-dire que vous ne le voyez pratiquement plus et votre entourage ne le voit plus. Et aussi, vous avez réussi à fuir un petit peu les personnalités moi-je. Maintenant, vous allez à l'essentiel et vous avez redéfini votre vie avec des valeurs qui sont des valeurs où vous êtes proche de vos vraies valeurs à vous et de vos valeurs familiales. Vous êtes avec ceux que vous aimez et les moi-je ne vous intéressent plus. Je regarde vers l'avenir. Ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut s'identifier à vous dans la mesure où on peut se dire que même en traversant les phases les plus difficiles, les plus douloureuses, les plus déprimantes, eh bien, on peut quand même finir par être heureux, quoi. Donc, bien sûr. J'ai même entendu dire que certaines personnes qui avaient un handicap, mon handicap a été la chance de ma vie. Parce que j'ai été transformée. C'est fréquent. C'est les premiers témoignages que j'ai entendus à Garches. Parfois, dans la vie, on a du mal à aller à l'essentiel et au moins, là, ça relativise bien des choses et on y va direct. On revient vers David. Vous vous destiniez, vous, à une belle carrière de nageur lorsqu'un accident de voiture a brisé vos rêves. Qui a pourtant réveillé le sportif qui sommeillait en vous à ce moment-là? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule personne. C'est vrai que ce sont plusieurs personnes qui m'ont soutenu, mais des facteurs déclencheurs ou des coïncidences parfois qui font que. Un monsieur, Jean-Marc Clément, qui à l'époque en rééducation était professeur de PS, mais aussi sélectionneur de l'équipe de France en e-sport. D'une belle équipe de 96 Atlanta, les Jeux d'Atlanta aux États-Unis. Et qui a su que j'étais nageur aussi, m'a proposé de venir nager avec ses élèves de terminale qui préparaient aussi le bac simplement. Et de venir peut-être me confronter à eux ou simplement partager ce moment-là et mon expérience en tant que nageur avec eux. Donc, il était handicapé, Non, un professeur de PS avec des élèves de lycée valides, classiques, tout ça de plus simple. Ouais. Voilà, et j'ai commencé avec eux dans cette petite piscine à reprendre un peu les longueurs, à essayer de faire valoir ce que j'étais avant en tant que nageur, montrer ce que je pouvais faire. Et puis ça n'a pas été facile parce que j'avais pas les mêmes possibilités en fait, mais je nageais plutôt bien et disons par rapport à des nageurs ou des enfants qui n'étaient pas forcément nageurs vraiment de compétition, j'ai su tirer mon épingle du jeu et ça m'a redonné un peu de fierté et de baume au cœur. Concrètement, vous avez gagné les courses? Oui, on faisait un peu les courses. Ils préparaient un 400 à l'époque. Au bac, il fallait passer le 400 mètres et bon, moi, dans la reprise, c'était un peu pareil. Je faisais des 200, des 400, des 600, bon. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, il m'a proposé de venir en compétition pour faire un test. En me disant, voilà, on a à côté de Grenoble une compétition régionale qui sert de qualification pour les championnats de France. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Maintenant, je ne pense pas être au niveau, on ne sait pas. Et je me qualifie sur les 4 courses que je présente et il s'avère que
quelques mois après, au mois de décembre, je me retrouve 4e au championnat de France. Ça a été la place, comme on dit souvent, la médaille en chocolat, mais qui a déclenché aussi beaucoup d'envie chez moi en me disant 4e, c'est pas loin du podium. Ça vaut peut-être le coup de continuer et d'aller jusqu'à un podium. Entre ce moment-là et les premiers JO, il y a combien d'années qui s'écoulent? 96 jusqu'à 2004, le compte est vite fait. On arrive à 8 ans de travail. 8 ans de pour travail. arriver au premier jeu. Le travail, c'est combien d'heures par jour? Alors au début, c'était une reprise d'entraînement. Je n'avais pas la même quantité et le même volume qu'actuellement, mais c'était 3-4 séances par semaine. Et puis. C'est des séances de combien? D'une heure, 1h30. Puis ensuite, dès l'approche de ma première équipe de France en 2002, et dans la perspective d'atteindre mes premiers jeux en 2004, ça a été le double. On fait combien de kilomètres? On fait une moyenne de 30 à 35, 40 km par semaine et on s'entraîne 8 à 9 fois dans l'eau, plus la muscu en plus, comme tout athlète de haut niveau finalement. Alors, on va juste rappeler le nombre de titres à votre actif. Oui. Au niveau national, c'est vrai que je suis fier de pouvoir cumuler 100 titres de champion de France. 100 titres? En fait, en natation... En natation, on a la chance de pouvoir proposer plusieurs courses. C'est un programme. Au championnat de France, c'est 7 courses. On a 2 championnats de France par année. Un championnat de France Open qui est ouvert aux étrangers et un championnat de France aujourd'hui National 2, mais auquel nous, en tant que nageurs National 1, participons toujours. Donc, dans le meilleur des cas, ça peut faire 14 médailles d'or à chaque fois, à chaque année, entre les 2 championnats. Alors, est-ce que j'ai juste envie de confier une petite anecdote là, parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé si on pouvait couper au montage les larmes que, évidemment, on va garder. Les larmes qu'on vous a vues essuyer au moment des images. Évidemment qu'on va les garder, ces larmes, parce que c'est quand même le fruit de tout ce travail et j'imagine que vous êtes fiers de votre parcours. Pourquoi vous voulez les enlever? Vous êtes quand même dans la maîtrise. C'est quoi la maîtrise du champion? La fierté de ne pas montrer ses faiblesses, quelque part. Au contraire, c'est super touchant parce qu'on s'imagine bien quand même que c'est pas facile tous les jours d'arriver à ce niveau. Oui, bien sûr. C'est énormément d'efforts, énormément de travail. Quel est le message que vous auriez envie de faire passer, vous, aujourd'hui? C'est comme tout athlète, j'allais dire, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas dans un sport comme celui-là des résultats sans travail. Et le travail, c'est le moteur qui permet tout, en fait. Donc, quel que soit le handicap, quel que soit le projet, handicap ou non handicap, finalement, c'est d'avoir l'audace de ses rêves et se dire... L'audace de ses rêves, donc ça veut dire qu'il faut vraiment tout... Il faut se donner les moyens de réussir, quoi. Voilà, moi c'est ce que je dis à mon fils tout le temps, il faut se donner les moyens de réussir. Non, c'est un message qui a du mal à passer quand même. Les médailles ne tombent pas du ciel, il faut s'entraîner pour aller les chercher et elles sont belles dès lors qu'on a de la difficulté dans l'entraînement et de la concurrence. D'où cette très belle médaille d'argent pour moi sur le 200 parce que la concurrence était là. Voilà. Autre question, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même combativité si vous n'aviez pas eu cet accident? Est-ce que l'accident vous a permis de redoubler d'envie de gagne? Il y a 2 facteurs. Il y a le facteur compétition qui est inévitable. Il faut travailler et se battre plus quand on va aller au très haut niveau. Je ne dirais pas personnellement que ça a été l'accident qui a déclenché tout ça, mais la réalité du sport de haut niveau qui n'est pas forcément aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque où j'ai repris la compétition en 96 ou même 2004, mes premiers jeux. Et un jour, André Auberger, mon président à l'époque, puisque aujourd'hui c'est Gérard Masson, que je félicite et que je salue au passage, André Auberger m'avait dit, tu sais David, pour exister au niveau du sport, il faut des titres. Donc le problème ne se posait plus. Si je voulais réussir et être connu et avoir un palmarès, il fallait gagner. Yvonne, selon vous, comment une personne invalide peut-elle réussir à dépasser son handicap? Qu'est-ce qu'il faut trouver au fond de soi? Il faut trouver une énergie qu'on a tous et toutes, mais souvent enfouie parce qu'on se suradapte à l'autre, parce qu'on veut faire en fonction des injonctions d'autrui. Et d'un seul coup, face à des limites, on est obligé d'avancer. Donc je crois que... Et on fait aussi de ces faiblesses une force. C'est ce que je vous invite à faire en amour, c'est-à-dire oser vos émotions. Ça, c'est vraiment une recette, mais fabuleuse, pour attirer l'attention. C'est-à-dire qu'il a l'audace de ses rêves, vous lui
lui demandez d'avoir l'audace de ses émotions. De ses émotions et de les exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir quelques larmes sur votre visage. C'est là où on voit l'être humain, parce que vous êtes toujours, effectivement, comme vous l'a dit Sophie, dans le contrôle, dans la compétition. Mais il n'y a pas que la compétition, il y a aussi votre sensibilité. Et ce qui est touchant dans tous vos témoignages, c'est effectivement cette sensibilité que vous avez au fond de vous, sensibilité que vous avez parfois dû mettre de côté pour affronter la réalité de votre handicap. Mais cette sensibilité est à fleur de peau, on l'entend chez Vanessa, on l'entend chez vous, on l'entend chez tous. Et vraiment une capacité à donner et à aimer que je trouve assez admirable. Vous avez toujours gardé le secret espoir de plaire un jour à Simon. Simon, qui était votre meilleur ami, pour lequel vous éprouviez des sentiments. Et puis vous n'avez pas voulu tout mélanger parce que de peur que le fauteuil l'éloigne. Jusqu'au moment où il vous a demandé de ne plus l'appeler. Donc plus de nouvelles, il part à Paris, vous restez à Bordeaux. Est-ce que vous avez fini par renouer contact avec lui? Oui. Comment? Qui a appelé l'autre? Je lui ai envoyé, vous savez, les messages chaînes qu'on reçoit tous. Et il me répondait jamais. Et là, il m'a répondu comme par enchantement. Et là, je me suis connectée sur Internet et on a commencé à parler. Quelle révélation vous a-t-il faite? Il m'a dit qu'on était sûrement passé à côté de quelque chose. Ah, donc il vous a avoué des sentiments? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit? Ben, que oui, on était passé sûrement à côté de quelque chose, mais sans trop y croire. Mais je lui ai quand même proposé de venir une semaine en vacances. À Bordeaux? Oui. Comment se sont déroulées ces retrouvailles? Très bien, mais la première nuit, j'avais très peur qu'il parte. Alors je lui tenais le bras tout le temps. Alors comment se sont déroulées ces retrouvailles? Eh bien, on va demander tout de suite au principal intéressé. Merci d'accueillir Simon. Voilà, tenez-lui le bras de peur qu'il ne se sauve. Simon, si vous n'aviez pas revu Vanessa depuis 5 ans, c'est pour quelle raison? Pourquoi vous aviez rompu les contacts avec elle? J'avais quelques doutes à ce moment-là sur ma capacité à assumer le fauteuil. Et de par mon travail et la distance qui s'était imposée, j'étais pas persuadé que ça soit viable comme situation. Est-ce que vous aviez déjà des sentiments pour elle? Oui, et vous vous étiez posé la question sur votre capacité à assumer ou non? Oui, tout à fait. Donc un peu de lâcheté quand même dans cette rupture. On va dire ça comme ça. Ça c'est fait. Donc comment ça s'est passé, cette nouvelle rencontre à Bordeaux? Très stressante au départ. Vous l'appréhendiez, cette semaine de vacances? Oui, complètement, parce que ça s'est fait comme ça. Salut, tu vas bien? Tu viens une semaine à la maison? Oui, pourquoi pas. Non, très stressé, parce que moi j'avais beaucoup évolué physiquement. Et, Ça veut dire quoi? Vous étiez devenu plus musclé, plus grand, plus fort? On va dire ça comme ça. Non, ça veut dire quoi? Vous aviez beaucoup évolué Beaucoup grossi. Ah bon? Donc, bon. Vous vouliez pas vous montrer sous ce jour-là? Hein? Non, je voulais pas. Je voulais pas et j'avais peur qu'elle apprécie pas, qu'elle avait l'image de moi de 5 ans auparavant. Et... Oui, donc quand même, vous étiez quand même décidé à retrouver une amoureuse. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Quand je l'ai vue d'ailleurs, très surpris, j'ai dit wow. Ah, très jolie ça. Donc je l'ai tout de suite plaqué au fauteuil, je l'ai embrassé, ça s'est bien passé. Plaqué au fauteuil, carrément. Oui, il fallait savoir tout de suite, hein, c'était important. Ah d'accord. Dès le quai de gare? Dès quasiment, dans la minute qui a suivi. On peut vous demander un souvenir de cette première nuit passée ensemble? Très stressante pour moi aussi. Je me posais beaucoup de questions d'homme à ce niveau-là. Je ne savais pas comment appréhender la relation intime avec une personne en fauteuil. Et forcément, elle a réussi à bien me déstresser et ça s'est très bien passé. Et vous en avez parlé ensemble ou vous avez laissé parler les corps? Les deux. Les deux. Les deux. Très bien, donc c'est plutôt un bon souvenir. Oui. Et puis donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cette semaine a été, j'imagine, formidable. Oui, très, très appréciable. Et... Donc vous avez décidé de former un couple? Oui.
Comment ça s'est passé? Vous êtes resté à Bordeaux? Non, parce que moi je travaille sur Paris, donc il a fallu que je remonte. Mais je redescends régulièrement dès que je le peux, et elle aussi, elle monte dès qu'elle peut me rejoindre. Comment votre couple est-il perçu par votre entourage? Alors, au début, ils étaient inquiets, dans le sens où ils se sont posé la question de pourquoi je m'étais dirigé vers une personne à mobilité réduite. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs de cette relation-là, et je leur ai dit simplement, mais ça s'explique pas, je suis amoureux, et fauteuil ou pas fauteuil, ça change rien, quoi. C'est les sentiments qui parlent, le cœur, et ça suffit. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? 1 an et demi. Comment vous envisagez l'avenir? Marié avec beaucoup d'enfants. Ah oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une petite surprise. Mal. Comme il fut un temps, je t'ai déjà fait ma demande en mariage, mais elle était quelque peu ratée. Vous l'avez déjà faite, votre demande en mariage? Dans une cuisine. Parce que je l'ai faite dans la cuisine, à côté du frigo, pendant que je faisais à manger. Donc vous voulez la refaire différemment. Donc je profite de ce plateau. Ça fait 9 ans qu'on se connaît. 1 an et demi que tu as fait de moi la personne que je suis, meilleure. Un homme qui a su assumer ses émotions, donc devant toute la France. Veux-tu m'épouser? Vous n'avez pas la plaqué au fauteuil, là. On est à la télé, il est 14h. Mais incroyable, hein? Alors, j'ai pas entendu la réponse. C'est oui. Ah bon, d'accord. Monsieur le maire. Vous êtes un sacré bonhomme, vous. Hein? Pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes un gars bien. Hein? C'est un gars bien. Extraordinaire. Bruno et Fabrice. Ouh, là, je vais en... C'est l'émotion, c'est troublé. Une réaction la même que vous, l'émotion, quoi. On est tous comme ça. Non, juste la réaction, on l'a tous dit, en fait. Si on est ici pour témoigner, c'est parce qu'on a eu des gens qui nous ont aimés. Voilà, c'est tout. Et d'un seul coup, c'est moi qui ai l'émotion qui monte. Et voilà, c'est ça qui nous tient. Ému, en fait. Voilà. Oh non! C'est le mouchoir, tout le monde se le fait. C'est votre faute. C'est quoi là-bas? Tiens, vous voulez pas me prêter votre mouchoir? Tu l'as prêté déjà? Ah bon, c'est... Ouh là là, mais il se passe les mouchoirs. Ça me rappelle les 100 et Dalmatiens. Vous savez, Donnez une boîte de Kleenex quelque part parce que... Bon, merci à tous. En tout cas, c'était une belle émission et qui permet de relativiser pas mal de petits problèmes du quotidien qui n'ont pas beaucoup d'importance. This is your love.